Bien, bonjour à tous. Il est 14h01. Nous allons commencer ce webinaire sur les déclarations des bilans fluides frigorigènes 2021 avec les tendances et les chiffres clés. C'est un plaisir pour moi d'introduire ce cette nouvelle édition de nos webinaires que nous tenons régulièrement maintenant à raison au moins d'un par mois sur différents sujets du froid. Celui des fluides frigorigènes est particulièrement d'actualité puisque l'Union européenne travaille à la révision de la F-gaz actuellement et que réviser une réglementation ou avoir un avis sur une révision de réglementation, ça passe par connaître la situation, avoir des éléments pour décider, savoir où on va. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a proposé de tenir ce webinaire pour vous présenter les éléments dont nous disposons sur les fluides en tant qu'organisme agréé et sur les données de nos quelques milliers d'entreprises et d'établissements certifiés par le SEMAFROID en France et puis également un petit peu en Italie. Nous allons passer à travers différents sujets. Tout d'abord, le rappel des réglementations liées à la manipulation des fluides et en particulier à l'exigence de bilan. Nous regarderons aussi la partie calendrier parce que c'est important dans les données sont impactées par ces périodes à la fois de manipulation et de déclaration des bilans. Nous regarderons ce qui vous intéressera sans doute le plus, les résultats des bilans et donc quels sont les volumes qui ont été manipulés. Et puis, comme je le disais à l'instant, hein, nous projetterons dans le projet de révision de la réglementation F-gaz puisque eh bien, le suivi des consommations, des installations, des stocks de fluides frigorigènes sont des exigences de la F-gaz actuelle. C'était le cas de la précédente aussi, le seront sans aucun doute de la suivante, mais par contre donnent les éléments pour pouvoir suivre la mise en œuvre des dispositions de la réglementation F-gaz actuelle et les éléments qui peuvent être modifiés, renforcés. Je vous propose, sans plus attendre, de commencer ces présentations et je vais laisser la parole à Olivier Vallée, directeur certification du groupe SEMAFROID Technéen, pour présenter la réglementation liée au bilan de la manipulation des fluides frigorigènes. Olivier, c'est à toi. Merci Gérald. Peut-être une information concernant oui, les n'hésitez informations pas pratiques. à utiliser le bouton discussion ou converser sur Zoom pour pouvoir poser vos questions. On aura donc une session de questions-réponses aussi. On pourra répondre justement à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Merci Vincent. Donc, je vais commencer par des rappels sur la réglementation liée au bilan. Je reçois régulièrement des appels et des questions ici et on voit qu'il est nécessaire de rappeler un certain nombre de points de la réglementation issue du règlement F-gaz. Le règlement F-gaz a deux principaux piliers. Le premier, c'est les exigences qui permettent de prévenir les émissions de gaz à effet de serre fluorés. C'est ce qu'on appelle le confinement. Ça consiste en des contrôles fréquents d'étanchéité des installations et ces contrôles ainsi que les manipulations réalisées par des entreprises et des intervenants qui sont certifiés, qualifiés. Donc, pour les entreprises, ce sont des attestations de capacité et pour les intervenants, des attestations d'aptitude. Le deuxième pilier qui est complètement lié au bilan, ce sont les exigences qui permettent de réduire progressivement l'utilisation des gaz fluorés dont l'impact environnemental est le plus élevé, lorsque, bien sûr, c'est faisable. Ça consiste en deux points principaux. La première, c'est par un système de quotas, donc une diminution progressive des fluides qui sont mis sur le marché entre 2015 et 2030. C'est le graphique que vous voyez à droite avec plusieurs paliers et des interdictions
sur des types de fluides et des seuils de GWP. Et on va détailler ces points maintenant. Le premier point, c'est l'application des quotas avec un calendrier de mise sur le marché, avec comme référence la quantité de fluide qui a été mise sur le marché avant 2015. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez le référentiel à 100% pour 2015 sur le graphique de gauche. Donc, les valeurs sont exprimées en tonnes équivalent CO2 et s'appliquent aux fluides de type HFC. On est aujourd'hui au palier de 2021, on est à 45% de la valeur en tonnes équivalent CO2, la quantité de fluide qui a été mise sur le marché en 2015. Pour vous donner un ordre de grandeur et vous permettre de mieux choisir les fluides que vous allez utiliser, quand c'est possible évidemment, j'ai mis sur le pavé de droite à quantité équivalente mise sur le marché chaque année, quel serait le GWP moyen des fluides pour pouvoir respecter ce quota. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en 2021, il ne faudrait pas avoir de fluide dont le GWP est supérieur à 1035 pour pouvoir respecter ce palier de la réglementation. Je rappelle ici maintenant le deuxième point du second pilier du F-Gaz, qui est le point concernant les interdictions. Donc, ce qui s'applique pour les bilans 2021, c'est notamment l'interdiction de mettre sur le marché des équipements contenant des fluides dont le GWP est supérieur à 2500. Alors, il y a une dérogation pour la charge des équipements neufs dont la quantité de fluide est inférieure à 40 tonnes équivalent CO2. Donc, si on prend du 404A, ça fait à peu près 10 kg de charge dans l'équipement. Et puis, une dérogation aussi, jusqu'en 2030, en tout cas, c'est l'état actuel de la réglementation, jusqu'en 2030, pour pouvoir assurer la maintenance des équipements qui sont déjà chargés, qui sont déjà installés et qui contiennent des fluides dont le GWP est supérieur à 2500, de pouvoir assurer la maintenance avec des fluides qui, eux, sont recyclés ou régénérés. Je vais parler rapidement de la nouvelle interdiction du 1er janvier 2022, que vous voyez ici encadré en jaune, avec donc la mise sur le marché qui est limitée pour les meubles réfrigérés commerciaux à des fluides dont le GWP doit être donc inférieur à 150. Pareil pour des centrales multipostes et également des installations en cascade sur lesquelles il y a des adaptations. Je rappelle maintenant les exigences réglementaires liées au bilan. Donc, selon l'arrêté du 28 novembre 2011, chaque opérateur attesté doit déclarer auprès de l'organisme qui lui a délivré l'attestation de capacité les différentes quantités de fluide qu'il a achetées, qu'il a chargées, qu'il a récupérées, qu'il a remis à un distributeur, qu'il a cédé, et puis évidemment l'état de ses stocks au 1er janvier et au 31 décembre. Le travail de l'équipe qui va instruire donc les bilans consiste notamment à vérifier qu'il y a un équilibre entre les flux entrants, donc les stocks qui sont déjà là au 1er janvier, plus les achats, plus les récupérations de fluides, et puis le flux sortant, donc les remises en traitement, les chargements et les cessions. Je regarde maintenant la traçabilité des fluides frigorigènes. Les interventions donc, doivent être tracées, chacune d'elles doit être enregistrée. Alors, elle peut être enregistrée sous format papier. Pour le cas des catégories 1 à 4, c'est l'utilisation du CERFA 15497-02, la partie haute, qui est obligatoire. Et puis, pour la catégorie 5, eh bien, c'est une fiche d'intervention dont le format n'est pas réglementé aujourd'hui, qui doit servir d'enregistrement des différentes interventions. Pour la partie de remise en traitement, en revanche, des déchets, eh bien, c'est la partie base du CERFA 15497-02.
on pourra également ajouter qu'à partir du 1er juillet 2022, eh bien, toutes les remises en traitement devront être inscrites, enregistrées sur une plateforme numérique qui s'appelle Track Déchets. Et puis, la deuxième forme sur laquelle on peut enregistrer ces interventions, c'est sous la forme d'une application. On en connaît une ici qui est l'application DataBilan, qui permet d'enregistrer l'ensemble des interventions des frigoristes et puis également d'enregistrer les remises en traitement et obtenir un bilan en temps réel. La traçabilité, donc, elle est assurée selon ce schéma ici. On voit que pour chaque type de fluide, les opérateurs doivent réaliser un bilan, donc une déclaration des entrées et des sorties. Les interventions donc, sont enregistrées sur un CERFA et les achats et stocks et les remises en traitement doivent être déclarés sur chacun des bilans, un bilan par type de fluide. Même s'il n'y a pas eu de manipulation, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un bilan à zéro, il y a une obligation de déclarer qu'on n'a pas fait de manipulation. Ces bilans sont traités par l'équipe chez Sémafroid, l'équipe fluide, et consolidés pour tous les opérateurs, donc attestés par le Sémafroid. Puis transmis, et on l'a fait il n'y a pas très longtemps, puisque la date limite, c'était le 31 mars, donc transmis à l'ADEME. L'ADEME va comparer les chiffres qui sont remis par les organismes qui ont délivré les attestations de capacité avec les déclarations directes auprès de l'ADEME des distributeurs qui doivent enregistrer donc la quantité qu'ils ont récupérée de la part des opérateurs ou qu'ils ont vendue. Alors, peut-être, on a eu deux questions en ligne qui peuvent apporter une précision avant de passer sur le calendrier de traitement. Olivier précisait sur les HFO par rapport aux HFC, comment ils sont traités à la fois en termes de documents et de réglementation. Et puis, évidemment, cette réglementation s'applique à des manipulations qui sont effectuées par des personnels, des intervenants au sens de la réglementation qui disposent d'une attestation d'aptitude. Peut-être on peut rapidement en dire un petit mot. Alors, en complément des bilans, y aura-t-il des thématiques compétences, attestation d'aptitude? Alors ça, on va en reparler lors du point sur le projet de révision de règlement F-Gaz. Ça voulait bien. Pour les HFO, par contre, on parlait ici là, des obligations. Les HFO ne sont pas aujourd'hui obligatoirement saisis, mais peuvent être saisis. Oui, ils peuvent être saisis effectivement de manière volontaire. Encore que les HFO récupérés dans les fluides, il a été rappelé récemment par le ministère que ces HFO étaient donc des fluides qui étaient des déchets et donc dès lors devaient être mis en traitement en utilisant le bordereau de suivi de déchets. C'est la nuance qu'on fait sur les HFO aujourd'hui. On va revenir sur les questions, les autres questions, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, je vous propose de passer tout de suite à ce calendrier qui est… Alors, on a vu le calendrier réglementaire et forcément, les dates que Olivier a mentionnées sont des dates qui impactent les bilans, puisque chaque fois qu'il y a une fin d'utilisation possible de certains fluides, eh bien, on va avoir des effets de bord sur la gestion des stocks, sur les achats, sur les remises. Et donc, l'évolution des consommations, des stocks, des achats de fluides sont fortement impactés par les dates qu'on vient de voir. Et donc, maintenant, si vous voulez bien, on va passer au calendrier de traitement des bilans. OK. Donc, le calendrier de traitement des bilans, voilà les 4 dates essentielles. Donc, chaque année, au 1er janvier, nous ouvrons la période de déclaration des opérateurs sur notre plateforme DataFluid. Et puis, nous la fermons pour le 31 janvier, puisque la période réglementaire est du 1er janvier au 31 janvier. Ensuite, et en fait en parallèle même, l'équipe fluide va vérifier les bilans, éventuellement relancer les opérateurs,
Et ceux qui n'ont pas déclaré des bilans ou ont eu des bilans qui sont non conformes au 1er février, eh bien, font l'objet d'une suspension de leur attestation de capacité jusqu'à réponse aux écarts et donc résolution de l'écart sur le bilan. Au 15 mars, on ferme totalement le site DataFluid, puisqu'entre deux, on le réouvre pour mettre à jour les réponses des opérateurs. Et au 31 mars, on déclare et on envoie donc la compilation de l'ensemble des bilans, ce qui est un travail énorme, hein, puisqu'on parle de milliers de bilans à instruire. On l'envoie donc à l'ADEME. J'ai remis ici le profil typique du déroulement des bilans. Ici, c'est la courbe donc standard qu'on retrouve chaque année et j'ai mis les valeurs de 2020 avec un taux de déclaration. Ce qui est important de comprendre, c'est que grosso modo, le taux de déclaration, donc c'est le nombre d'opérateurs qui déclarent divisé par le nombre d'opérateurs qui devraient déclarer, le nombre d'opérateurs total. Eh bien, au 27 janvier, on est à peu près à 50%. Ça veut dire qu'à 4 jours de la clôture des bilans, on est à peu près à la moitié des déclarations attendues. Et au 31 janvier, on est à peu près à 80%. Donc ensuite, c'est le travail de toute l'équipe qui consiste à relancer et obtenir les bilans et corriger aussi les bilans avec les opérateurs pour qu'on arrive à un taux élevé de déclaration de bilan. Quand je dis corriger, vous le voyez par le camembert qui est en dessous du graphique. Au 31 janvier, on a quand même 4 bilans sur 10 qui sont non conformes, qui présentent une non-conformité. Donc, je rappelle les valeurs de 2020, 94% de bilans qui sont déclarés au final et on a 42% des bilans qui sont non conformes ou 58% conformes, comme on veut, au 31 janvier. Ah, tu as sauté. Voilà, pardon. Mais après ce calendrier, je pense qu'il est important et ce qui intéresse tout le monde, ce sont les résultats du bilan 2021, donc des manipulations des fluides intervenues du 1er janvier au 31 décembre 2021, qui ont fait l'objet d'une déclaration donc en janvier 2022 et un traitement du 1er janvier au grosso modo 31 mars 2022 par les équipes du CEMAFROID. Et donc, Olivier, on a fait la synthèse de ces résultats pour les quelques milliers d'établissements qui nous font confiance, et c'est cela qu'on va vous présenter. C'est représentatif de l'ensemble des manipulations de fluides en France, mais néanmoins, ça n'est que l'échantillon que nous connaissons, c'est-à-dire celui de nos quelques milliers de clients qui nous font confiance et qu'on remercie pour cette confiance depuis maintenant bientôt 15 ans. Merci Gérald. Alors, cette présentation, donc, je l'ai séparée en deux. La première, pour chaque point, donc des points d'attention. On retrouve ici, comme je disais tout à l'heure, le palier, parce qu'en 2021, on passe de 63% dans les quotas à 45%. Ça veut dire qu'en 2021, la mise sur le marché des fluides représente maximum 45% de la quantité qui avait été mise en 2015, en tonnes équivalent CO2, évidemment. Donc, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'on est par rapport, enfin, selon notre échantillon, par rapport à ces quotas. Avons-nous réussi à franchir cette marche d'escalier? Eh bien, deux choses m'ont intéressé. La première, c'est la quantité de fluide donc déclarée qui a été achetée en tonnes équivalent CO2, hein, pour parler vraiment des mêmes unités. Eh bien, vous retrouvez en pointillé orange les seuils du règlement F-Gaz, hein, qui a été présenté juste avant, et en bleu, donc, la quantité déclarée en achat. Et on voit qu'en 2021, on est à 48% en tonnes équivalent CO2 de la quantité mise sur le marché, enfin achetée, pardon, en 2015, pour un seuil de 45%.
Donc, on est assez cohérent. J'aurais tendance à dire qu'on a un échantillon qui est représentatif de ce qu'on peut retrouver au niveau national. La deuxième partie, j'ai regardé également ce qui restait en stock chez les opérateurs. Et on voit qu'en 2021, en revanche, on est au-dessus du seuil, puisque si j'additionne ce qui a été acheté et ce qui restait en stock à fin 2020, eh bien, on voit qu'on a moins facilement franchi ce palier, voire on ne l'a pas franchi, on a une diminution, on est à peu près là à 55% pour un palier à 45%. Donc, on a une diminution des quantités de HFC qui ont été déclarées en achat et en stock, mais moindre en 2021 que ce qui était prévu. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de regarder, sur la partie gauche, j'ai remis les chiffres donc de l'ADEME, les chiffres France, donc l'ensemble des opérateurs en France en 2020. En 2020, l'ADEME reportait que la quantité de fluide, et cette fois-ci en kilogrammes, mis sur le marché, avait diminué de 10% entre 2019 et 2020. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on a également cette tendance sur les achats et quels sont également les types de fluides qui ont été achetés au regard des différents seuils dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il y a des interdictions. Et puis, dernier point, puisque les déclarations volontaires sur les fluides de type HFO, de type fluide naturel, a été, on va dire, mise en place il y a 2 ans, mais réellement connue que l'année dernière. Donc, c'est à partir de 2021 qu'on finalement on s'attend à avoir des déclarations sur ces types de fluides. Elles restent volontaires. Elles ne sont pas obligatoires, je tiens à le préciser. Mais elles permettent d'aider, pour ceux qui le font, et merci pour ça, à mieux connaître la transition entre certains types de fluides fluorés et puis les solutions qui sont utilisées sur le marché pour faire la transition vers des fluides qui auraient un impact environnemental moindre. Premier point, donc les types de fluides qui ont été achetés en 2021. Vous avez ici la répartition en pourcentage de ce qui a été déclaré et on voit nettement que le R134A, c'est normal parce qu'il est utilisé dans énormément d'applications, que le R134A est donc le fluide le plus acheté par les opérateurs du sémafroid. Maintenant, si on regarde, et j'ai remis le GWP au-dessus de chaque barre d'histogramme, si on regarde le GWP de chacun des fluides, on voit que le GWP est élevé. Ça veut dire qu'on continue à acheter et à avoir besoin de ces fluides. Donc, je vais parler du 404A, puisque à partir du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des équipements chargés en 404A n'est plus possible. Eh bien, on voit qu'on continue à acheter du 404A. Alors, il y a une partie qui est du recyclé, mais il y a une partie aussi qui est du neuf. Et puis surtout, tous ces fluides ont un GWP au-dessus du 1135 kg équivalent CO2 que tu mentionnais tout à l'heure, Olivier, qui aurait dû être cette année le GWP moyen si on avait voulu continuer à utiliser la même quantité de fluide qu'en 2015. Donc, on est encore très au-dessus de la référence moyenne équivalent CO2. C'est clair. J'ajoute que peu de gaz alternatifs ont été déclarés. On a un peu de quantité, mais on n'arriverait pas à le voir sur le slide, vu l'épaisseur de la barre. On a un peu de propane et d'isobutane qui ont été déclarés, mais vraiment en très faible quantité. Si on regarde maintenant la répartition, ce qui m'a intéressé, c'est la répartition toujours en pourcentage 2020 et 2021. On voit qu'on a à peu près la même cartographie de fluides qui ont été achetés en 2020 et 2021 avec une progression, mais qui est liée aussi à
à la déclaration volontaire des HFO, donc le 1, 2, 3, 4 YF et le 1, 2, 3, 4 Z2. Et le R32. Et le R32. Alors, si on regarde ici, donc les progressions, donc ça, ce sont les variations de quantité de fluide achetées, déclarées donc, par les opérateurs entre 2020 et 2021. On a une diminution sur le 134A, sur le 404A. Sur le 410, un peu de progression. Sur le 449, une diminution. Et puis, alors, il faut relativiser les fortes progressions parce que les quantités sont encore faibles. Hein. Donc là, c'est une variation en pourcentage, mais enfin, du R32. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, oui, et du R23. Alors, le R23, c'est vraiment pour des applications particulières, puisque le GWP est très élevé, là pour le coup, et ce sont des applications vraiment pour les applications de très basse température. Maintenant, si on regarde le chargement des fluides, donc le premier point d'attention, c'est de regarder quelle est la répartition entre le fluide qui est utilisé pour la mise en service des équipements neufs et le fluide qui est utilisé pour la maintenance. Et j'ai repris sur la gauche les chiffres donc pour toute la France de l'ADEME, les chiffres 2020, des quantités de fluide chargées. Et alors, ce sont des valeurs en tonnes, il n'y a pas l'unité, mais ce sont des tonnes, pardon. On a une répartition grosso modo de 18% pour la mise en service et de 82% pour la maintenance. Nous, on retrouve sur notre échantillon 16% pour les équipements neufs et 84% lors de la maintenance. Donc, ça se tient. Et le graphique du bas vous donne les tendances. Donc, les tendances, c'est que la quantité de fluide chargé diminue depuis 2015. Et donc, ceux qui militent pour le F-gaz retrouveront ici un des effets des chargements de fluide. Sur les tendances, donc j'ai voulu regarder pour ma part quelle a été la quantité de fluide chargé, donc les HFC. On ne parle évidemment ici que des HFC. Donc, en prenant toujours comme référence 2015, on voit qu'on est également sur cette tendance de diminution des quantités de fluide HFC qui ont été chargés. Je parle en kilos. Maintenant, si on regarde les types de fluides chargés, sur la gauche, vous avez la répartition fournie par l'ADEME sur les chiffres France donc de 2020, avec les couleurs qui représentent le PRP, donc le pouvoir de réchauffement global de chacun des fluides. Lorsqu'il est rouge, il est très élevé. Lorsqu'il est vert ou bleu, il est plutôt faible. Donc, on voit que côté maintenance, eh bien, il y avait… et puis, la taille des rectangles ou la surface eh bien, représente la quantité de fluide. Donc, les fluides principaux, c'était le 134A, le 404A, qui était, et le 410 qui était utilisé en maintenance. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé de voir, est-ce que aussi chez nos opérateurs, ce sont les mêmes types de fluides qu'on retrouve. Eh bien, dans les équipements neufs, vous avez ici la répartition toujours en pourcentage par rapport au total des fluides qui ont été déclarés. Donc, principalement, c'est du 134A et du 410, du 452, du 449. On a 1, 2, 3, 4 YF aussi, hein, qui est déclaré comme chargé, et là en quantité assez importante dans les équipements neufs. Du R32, peut-être pour faire la pointe sur certaines clims. Donc là, on voit voilà, la cartographie. Le 404A, par contre, il est ici en 3, 6, 9e position. Mais c'est dans les équipements neufs. Maintenant, si je regarde, évidemment, lors de la maintenance, c'est là que les fluides sont les plus
utilisés, donc le 134A, le 404A, le 410, le 449, le 407, le 123-4YF, le 1234Z2. Donc vous avez ici la répartition avec une prédominance claire du 134A chargé dans les équipements lors de leur maintenance. J'ai regardé la remise en traitement. Alors, la remise en traitement des fluides, donc ceux qu'on récupère et puis qu'on considère comme étant non utilisables, non réutilisables, et qui doivent être remis en traitement, eh bien, on voit ici la répartition du 134A, du 407C, du 404A, du 410. Ceux qui avaient été manipulés, on retrouve encore un peu de R22 et du R12. Encore, donc là, qu'on récupère des équipements lors du démantèlement et donc qui sont remis en traitement. Donc on continue encore, on voit que la durée de vie de certaines installations est élevée puisqu'on continue encore à enlever des CFC des installations et à les remettre en traitement. Cela dit, je vous parle ici en pourcentage, mais quand je regarde la quantité remise en traitement par rapport à la quantité achetée, grosso modo, la quantité dont on parle, c'est à peu près 10% de la quantité achetée. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur de ce qui est remis en traitement par rapport à ce qui est acheté et ce qui est utilisé. Enfin, un autre point qui m'a intéressé sur le taux de déclaration des bilans, là, on parle plus du processus de déclaration, c'est de voir, puisque DataBilan a été mis en service il y a un an, et donc les premiers bilans ont pu être déclarés en utilisant l'application pour 2021. Donc, c'est les premiers utilisateurs de DataBilan qui commencent à déclarer leur bilan. Je vous rappelle que DataBilan, on l'a créé parce qu'on se rendait bien compte, et vous vous souvenez des chiffres que j'ai présentés, que 4 bilans sur 10 étaient non conformes, que seulement 50% des bilans étaient déclarés au 27 janvier et 80% au 31 janvier. Donc, on se rendait bien compte qu'il y avait une difficulté rencontrée par les opérateurs pour arriver à déclarer leur bilan. Et on peut le comprendre parce qu'à partir du moment où on traite les écarts de bilan entre le 1er et le 31 janvier, alors que l'écart peut se porter sur ce qui s'est passé les 12 mois précédents, c'est difficile de retrouver un écart, de trouver une explication, de trouver une erreur. Donc, d'où l'idée, nous, de déployer une application qui permette de suivre en temps réel et finalement d'être alerté au moment où se crée l'écart, d'avoir une alerte de façon à tout de suite savoir d'où il vient et pouvoir du coup corriger. Et on voit ici les deux courbes qui sont les deux courbes de déclaration. Donc, en noir, vous voyez la courbe de déclaration avec le taux de déclaration de 2021, donc qui est le profil des utilisateurs habituels de data fluide et ceux qui n'utilisent pas DataBilan, et puis le profil en bleu qui est le profil des utilisateurs de DataBilan. On voit clairement que, eh bien, à la fois, on arrive à avoir un taux de déclaration plus élevé, mais en plus, évidemment, une déclaration plus tôt dans le mois de janvier. Et nul doute que ça va continuer à apporter un peu plus de simplicité dans la déclaration des bilans. Bien, des chiffres qui sont, je pense, intéressants pour tout le monde parce que finalement, on voit que on n'est pas très loin de l'atteinte des objectifs de l'AFGAZ, qu'on y arrive plutôt pas trop mal, en tout cas sur notre échantillon et sur les achats, et puis que il y a quand même sur le panel des solutions encore beaucoup de solutions qui sont à fort GWP et que même avec les plus grands efforts du monde, faire la moyenne pour arriver à un GWP de 2100 kg par kilogramme de fluide, c'est compliqué. Et donc, ça donne des éléments fort utiles lorsqu'on se projette dans la révision du règlement F-Gaz, avec toujours la même ambition, c'est de réduire l'impact du froid sur l'environnement, l'impact direct comme l'impact indirect,
On parle de fluide, on parle de l'impact direct, et ça n'est que 37% à peu près de l'impact de la réfrigération sur l'environnement, puisque les deux petits tiers de cet impact sont dus à la consommation énergétique. Donc, changer de fluide, c'est important, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais ça doit se faire en vérifiant que la consommation énergétique est, elle, pas aggravée de trop pour pas changer avec une bonne idée un mauvais résultat. Et donc, on a essayé de se projeter dans ce que pourrait donner en matière de consommation de gaz la prochaine réglementation F-gaz. Et Olivier, tu nous en dis quelques mots sur ce projet. Oui. Donc, la révision du règlement F-gaz est en cours, et une proposition donc, de révision a été diffusée le 5 avril dernier, avec des objectifs d'application a priori donc à partir du 1er janvier 2024. Nul doute qu'il y aura des discussions, évidemment, et que à ce stade-là, on n'en est qu'aux discussions, ou en tout cas les propositions auprès des différents acteurs. Et il y aura des retours des acteurs. Il y a déjà des premières questions qui sont soulevées. Et donc, ce n'est évidemment pas le texte définitif dont je peux parler. En revanche, je peux vous parler des évolutions principales de cette proposition. La première, c'est l'intégration des HFO, donc les HFC saturés, qui donc sont intégrés dans la liste des fluides concernés par le périmètre ou les exigences habituelles du règlement F-gaz. Donc, on va parler de contrôle d'étanchéité, d'enregistrement des interventions, par exemple. Et de bilan. Et de bilan, évidemment. Et puis, en même temps que, évidemment, il y a une transition entre les HFC et des solutions alternatives qui peuvent, puisqu'on sait qu'en diminuant le GWP du fluide, on augmente son inflammabilité, eh bien, cette transition ne pouvait se faire que en accompagnant et en renforçant la qualification des frigoristes. Donc, cette fois-ci, c'est intégré dans le projet donc, de révision du règlement F-gaz, avec non plus simplement une information, mais une formation et une qualification sur les fluides alternatifs pour donc accompagner au mieux l'utilisation de ces nouveaux fluides. Enfin, je dis nouveaux ou nouveaux dans leur application. Et puis, on voit une évolution des interdictions avec notamment la suppression du seuil de 40 tonnes équivalent CO2 pour les équipements qui contiennent des HFC de GWP supérieurs à 2500, puisqu'aujourd'hui, il y a une dérogation pour pouvoir charger du fluide neuf. Je ne l'ai pas retrouvé dans la proposition de règlement F-gaz, donc je pense que voilà, ce seuil-là est supprimé, tout en laissant encore cette possibilité d'utiliser du fluide recyclé ou régénéré pour pouvoir faire la maintenance. Pendant un certain temps. Combien de temps à voir. Et puis, de nouvelles interdictions, notamment la suppression de la mise sur le marché de produits d'hygiène qui contiennent des fluides fluorés, les mousses, les crèmes. Et donc ça, à partir du 1er janvier 2024, de même qu'un certain nombre aussi d'interdictions sur de l'appareillage électrique aussi. Et diélectrique, oui, puisque on utilise les propriétés des fluides dans ce type d'appareillage. Enfin, une évolution des quotas. Donc, là-dessus, pardon, j'ai repris vraiment le texte de la proposition ici avec les nouvelles quantités en tonnes équivalent CO2 fixées par cette proposition. Alors, si on reprend la base 2015 qui est sous le graphique, si tant est que c'est bien la même que celle qui a été utilisée
lors du premier, ou de la révision du règlement F-Gaz en 2014, eh bien, ça nous amène à des quotas en tonnes équivalent CO2 de 24%. Donc, on parle de 24% par rapport à la quantité de fluide en tonnes équivalent CO2 mise sur le marché en 2015. 2027, 10% et 2030, 5%. Je rappelle que 2030, ça devait être 21%. Donc, on divise par 4. Grosso modo, voilà, il y a une nette inflexion de la quantité permise de mise sur le marché des HFC en tonnes équivalent CO2. Donc, du coup, le 1000 dont tu parlais tout à l'heure, il est déjà plus à 1000, ou quasiment plus à 1000. Et si on projette jusqu'à la retraite des jeunes qui rentrent sur le marché du travail maintenant, clairement, on voit dans le règlement F-Gaz que, évidemment, ce sont tous les fluides fluorés qui sont concernés, donc, y compris les HFO. On voit aussi, et ça commence à soulever des questions, que notamment sur les contrôles d'étanchéité, il y a des seuils pour les contrôles d'étanchéité. Aujourd'hui, c'est 5 tonnes équivalent CO2 pour les HFC pour rendre obligatoire les contrôles d'étanchéité périodiques. Eh bien, il est fixé aussi une quantité de 1 kg pour les HFO. Et quand on connaît le GWP plus faible des HFO, je me dis que finalement, ce n'est plus le GWP qui est le guide pour fixer les seuils. Finalement, c'est plutôt le type de fluide que le GWP. Tout à fait. Voilà ce que je pouvais dire sur le... Nous avons fait un petit tour à la fois de la réglementation actuelle, de son application, de ce que nous constatons sur les quelques milliers de bilans que nous analysons chaque année. Quand nous parlons de quelques milliers de bilans, nous avons au total un peu plus de 7000 entreprises certifiées pour la manipulation des fluides frigorigènes dans la réfrigération. Et vous avez vu les taux de déclaration de fluides qui sont assez forts. Donc, cet échantillon est très représentatif de la population française des gens qui manipulent les fluides. Nous avons là-dedans tout type d'entreprises, des PME, des grands groupes, des artisans qui travaillent tout seuls, des gens qui sont avec des grosses équipes, des gens qui sont utilisateurs de froid, installateurs, qui font de la maintenance. Nous avons des gens dans l'automobile, dans la réfrigération classique, dans la climatisation. Nous avons des industriels qui fabriquent des matériels. Nous avons des industriels qui installent des grosses installations, des petites, des très petites, des moyennes. Donc, c'est assez représentatif des choses, mais comme le disait Olivier tout à l'heure, nous n'avons que notre échantillon et forcément, nous avons d'autres situations. Nous avons peut-être une surreprésentativité des gens du transport réfrigéré parce que historiquement, c'est quand même un secteur dans lequel nous sommes très présents et globalement, la chaîne du froid est très représentée dans notre clientèle parce que nous y sommes depuis plus de 70 ans et donc forcément plus présents dans notre secteur, mais néanmoins, notre échantillon est assez représentatif. Nous avons quelques questions et je vous propose de commencer par répondre. Alors, n'hésitez pas à en mettre. Merci à ceux qui les ont mises tout au long de la présentation. Et nous allons commencer par les questions qui ont déjà été posées et essayer d'y répondre ensemble. Je n'ai pas cliqué sur le bon machin. Voilà. Et là, il faut que je descende. Donc, la première question, est-ce qu'on abordera les compétences? Bien, comme Olivier vous l'avez dit en cours de séminaire, nous l'avons traité dans les évolutions de la F-Gaz. Et effectivement, peut-être, Olivier, on peut revenir sur ce sujet des qualifications, des compétences. Donc, il est envisagé dans la nouvelle version de la F-Gaz d'exiger l'attestation d'aptitude pour de nouveaux fluides, en particulier les HFO, de former les gens aux alternatives. Peut-être tu peux rajouter quelques mots sur ce sujet. Alors, je vais
peut-être rajouter des mots sur le contexte, puisque effectivement, le règlement F-Gaz aujourd'hui n'amène que les exigences du règlement F-Gaz aujourd'hui, c'est d'informer. Or, informer n'est pas forcément rendre compétent sur le domaine de la manipulation de certains types de fluides. Et d'autre part, l'attestation d'aptitude, donc, qui est obligatoire depuis 2009, elle est en transition 2009 à 2011, lorsqu'elle a été mise en œuvre, eh bien, 90% des types de fluides, c'était des fluides qui étaient ininflammables. Et donc, la plupart des attestations d'aptitude qui ont été délivrées à l'époque ont été délivrées en utilisant des fluides qui n'étaient pas inflammables. Et donc, forcément, cette transition et cette évolution de type de fluide utilisé devait s'accompagner d'un renforcement des qualifications. Et c'est ce qu'on retrouve dans le projet de révision de F-Gaz, qui est d'introduire, au même titre qu'aujourd'hui on s'assure de la bonne manipulation des HFC lors du passage de l'examen de l'attestation d'aptitude, eh bien, il est question d'introduire donc une compétence sur la manipulation de ces types de fluides alternatifs, qu'ils soient A1, A2, A2L, et qui permettent de remplacer les fluides existants. Alors pour rester sur le sujet des compétences, nous avons une autre question, toujours du côté d'Engie, qui porte sur la formation à la pratique et à l'utilisation des alternatives en matière de fluides. Et une question plus particulièrement au Sémafroid, est-ce que nous faisons des formations sur ces sujets? Oui, nous faisons des formations sur la manipulation des fluides. Alors, pour ceux qui manipulent les fluides, avec une plateforme de formation, que ce soit le CO2, que ce soit l'ammoniac, les hydrocarbures, les A2L ou les A3 que Olivier vient de mentionner, les HFO sur leur spécificité. Nous faisons déjà ces formations et nous continuerons à les faire avec à la fois des parties pratiques et des parties théoriques, et puis aussi le volet purement sécurité pour les gens qui ne manipulent pas forcément ces fluides, mais qui sont amenés à organiser la manipulation, le stockage, le transport et la gestion de ces éléments. Voilà pour la formation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins de formation, à nous contacter. Nous avons un certain nombre d'offres et beaucoup de formations à la carte en la matière. Je vous propose après la question de Stéphane Signoret sur l'échantillon. On a essayé d'y répondre. J'espère, Stéphane, que ça répondait à la question de la représentativité de notre échantillon. Et puis, on a comparé, comme le disait Olivier tout à l'heure, les données de l'ADEME qui portent sur l'ensemble du parc français. Et on essaye de faire des comparaisons aussi avec ce que nous avons en Italie, puisque nous sommes aussi organisme de certification des entités dans le cadre de la F-Gaz en Italie, et nous certifions aussi les personnes en Italie. Donc, nous comparons toujours à ce qui se passe en France, chez nos confrères, sur l'ensemble du parc français, et puis à l'étranger, à commencer par les pays qui sont soumis à la F-Gaz, mais aussi ce qui se passe ailleurs. Dans les autres questions, pour les HFO, alors peut-être avant la question sur les fonds de bouteilles. Alors les fonds de bouteilles de fluide, parce que les fonds de bouteilles de vin, c'est sympa aussi, mais on ne les a pas traités aujourd'hui. Donc sur les fonds de bouteilles de fluide, ces bouteilles ne sont pas pesées. Normalement, il est fortement conseillé de le faire et elles devraient l'être, puisque la valeur qui figure sur les documents administratifs, que ce soit le CERFA ou les bons de remise de traçabilité des déchets, doivent résulter de pesage. Nous rappelons que la balance fait partie des équipements du frigoriste qui sont exigés par la réglementation F-Gaz, qui doivent être régulièrement vérifiés et surtout qui doivent être utilisés pour peser et pour renseigner les documents. En plus de ça, c'est une démarche qui permet des économies. Nous avons beaucoup de clients sur les fluides qui ont fait
d'énormes économies en pesant les bouteilles quand ils les achetaient et les rentraient dans leur stock ou leur camionnette et qu'ils les pesaient en les remettant aux distributeurs pour gérer les bonnes quantités. Et puis, bien, Olivier va compléter ce que je dis sur les bilans, mais il est clair que la partie mesure fait partie des sources d'incohérence dans les bilans et qui font les 42% au 31 janvier, comme on l'a vu tout à l'heure, Olivier. Absolument. D'abord, ça commence effectivement par le fait de savoir exactement ce qu'il y a dans la bouteille. C'est de ça dont on parle. Et donc, évidemment, qu'une pesée en entrée, lorsque vous achetez un fluide et que vous les rentrez en stock, ne rentrez pas simplement la valeur qui est écrite sur le bon de livraison. Parce qu'on détecte un certain nombre d'écarts liés notamment à cette différence entre ce que vous rentrez réellement au stock, et de même que ce que vous sortez de vos stocks, et la quantité théorique que vous devriez avoir dans la bouteille. Donc, c'est ni zéro au moment où vous avez une bouteille vide, ni la quantité maximale, théorique, quand vous avez une bouteille pleine. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'écarts, effectivement, qui proviennent de là. Et ça n'est pas une perte de temps. Nous avons prix du fluide, énormément d'exemples, et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que, comme tu le dis, le prix du fluide a augmenté. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est une très, très bonne idée que de peser les bouteilles quand on les achète, en comparant la valeur à celle qui figure sur le bon de livraison et sur la facture, de les peser quand on fait une charge ou qu'on récupère dans une machine, et de les peser encore quand on remet la bouteille, qu'elle soit censée être vide ou qu'elle soit censée être chargée par du fluide de récupération. Donc, c'est une bonne pratique et nous vous incitons à la mettre en œuvre. Et de même que la traçabilité des bouteilles, Olivier a parlé tout à l'heure de data bilan, qu'on a conçu avec les frigoristes, justement pour offrir des outils simples de traçabilité qui font gagner en termes de performance environnementale, mais aussi en termes économiques. Oui. Et dans data bilan, on trace les deux valeurs. Les valeurs théoriques, c'est-à-dire celles qu'on a achetées, et celles qu'on a réellement mises en stock. Donc, à la fin de l'année, on peut même faire un état de l'écart entre les deux. Et depuis que... en tout cas, c'est le retour que j'ai des utilisateurs de data bilan, depuis qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait régulièrement des écarts, eh bien, ils mettent en œuvre même des pesées régulières, pas qu'en entrée aussi, et des pesées régulières. Pour vérifier que les bouteilles ont bien été fermées, ouais, et qu'il n'y a pas de perte due à des mauvaises conditions de stockage, des mauvaises manipulations, etc., qui sont aussi une cause de perte de fluide et donc d'impact sur l'environnement et de perte économique sèche au prix du fluide, comme le rappelait Olivier tout à l'heure. Question suivante sur les HFO. L'obligation de basculement vers track déchets, dont on a parlé dans les évolutions réglementaires et dans les modalités de déclaration, et donc au 1er janvier 2022. Olivier. Alors, pour les HFO, donc, le ministère a rappelé récemment que les HFO, qui étaient récupérés et qui devaient être remis en traitement, devaient être tracés au même titre que les HFC. Maintenant, comment doivent-ils être tracés? Jusqu'au 1er juillet, et pas 1er janvier, 1er juillet 2022, eh bien, c'est en utilisant la partie base du CERFA 15497, indice 02, tant que cet indice-là existe pour la partie basse du bordereau de suivi de déchets. Et puis, à partir du 1er juillet 2022, eh bien, c'est l'utilisation de track déchets, effectivement. Pour les HFO comme pour les HFC, donc 1er juillet 2022, c'est déjà opérationnel, ça marche, donc il y a peu de chances que, contrairement à certains bruits qui courent, la date soit reportée. Et vous avez des passerelles automatiques, par exemple avec Data Bilan, où vous passez directement de votre bordereau électronique à la déclaration sur track déchets, que ce soit pour les HFC ou pour les HFO. Donc la traçabilité de l'intervention n'est pas indispensable sur les HFO, elle est fortement conseillée, mais ça n'est pas une obligation réglementaire. Par contre, effectivement, la rentrée dans track déchets au 1er juillet est une obligation réglementaire, comme la partie basse du CERFA l'est aujourd'hui pour tous les HFO qui sont récupérés. Et vous avez vu tout à l'heure sur les graphes
que les HFO, dans les déclarations volontaires que nous avons, sont en très forte augmentation. Question suivante sur la partie des contrôles d'étanchéité. Et donc, il n'y aura toujours pas de contrôle d'étanchéité sur les équipements chargés au R32 de moins de 7 kg. Olivier. Alors, donc j'imagine que 7 kg par GWP, on tombe en dessous des 5 tonnes équivalent CO2. Du coup, ce n'est pas spécifique au R32, c'est aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il n'est pas obligatoire, effectivement, de faire des contrôles d'étanchéité périodiques sur les équipements qui contiennent moins de 5 tonnes équivalent CO2 de HFC. Maintenant, ça reste une bonne pratique, surtout quand on veut atteindre les objectifs qui sont quand même le premier pilier du règlement F-Gaz, je rappelle, c'est le confinement. Le confinement, le fluide, il ne pose pas de problème tant qu'il reste dans la machine. S'il s'en échappe, c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, il a un impact dans l'environnement. Aujourd'hui, sur le projet de révision, il y a 2 critères et ça mérite d'être clarifié puisque aujourd'hui, il y a un critère de 5 tonnes équivalent CO2 ou de 1 kg mini de fluide. Et donc, du coup, on ne sait pas lequel va passer devant. Ce n'est pas écrit comme ça dans le projet de révision. Donc, je pense que ça va faire l'objet de fortes discussions dans les prochains mois avec l'administration pour pouvoir clarifier ce point. C'est un peu la même chose pour la question suivante sur l'évolution des définitions des équipements soumis à contrôle d'étanchéité, en particulier sur les équipements contenant plusieurs circuits. Il y a encore quelques points à préciser. Et donc, comme vient de le dire Olivier, nous avons un certain nombre de choses en attente. Oui, aujourd'hui, il est, aujourd'hui, il est effectivement défini qu'un équipement, donc au sens du règlement F-Gaz, c'est un équipement sur lequel on intervient. Donc, c'est un équipement dont on récupère le fluide, dans lequel on charge du fluide, et un équipement peut être constitué de plusieurs circuits, contenant éventuellement plusieurs types de fluides. Mais ce qui sert au contrôle d'étanchéité, c'est la quantité totale de fluide, pondérée par leur GWP, la quantité totale de fluide qu'il y a dans les circuits qui se trouvent dans l'équipement. Voilà. C'est comme ça que c'est défini aujourd'hui. Et puis alors, peut-être que nous en aurons d'autres encore, mais nous approchons de l'heure de fin de ce webinaire et nous avons eu une dernière question dans le chat de la part de Stéphane Signoret sur l'évolution du marché des fluides frigorigènes et qui est donc une ouverture sur l'avenir, réglementation au-delà des contraintes réglementaires que nous avons montré comment on voit ça effectivement entre d'un côté de la sécurisation des utilisations, que ce soit la chaîne du froid, la climatisation et toutes les applications du froid en général, et puis les démarches de sobriété, d'efficacité qui peuvent conduire à une réduction de la demande. Alors, c'est une vaste programme. Nous avons quelques idées sur le sujet. Nous réalisons régulièrement des études prospectives, des études technico-économiques et nous avons développé depuis 2 ans une capacité en la matière dont nous allons faire une activité à proprement parler pour accompagner nos clients sur la transition énergétique et sur la transition environnementale. Et donc, nous nous intéressons de très près à ces questions, Stéphane, avec effectivement une analyse à la fois technique et économique de l'évolution des marchés. Alors, c'est des évolutions sur différents secteurs. Est-ce que l'évolution sera la même sur toutes les applications du froid? Sans doute que non. Est-ce que on aura une évolution de l'utilisation du froid? Oui. Et cette évolution, elle est à la fois mondiale, européenne et nationale. On continue de s'équiper en termes de froid parce que quelque part, il y a une balance du froid entre les bienfaits du froid et ses inconvénients environnementaux et économiques. Mais nous sommes convaincus que la balance du froid peut être positive et que le froid peut avoir largement plus de bénéfices qu'il n'a d'inconvénients. À titre d'exemple,
la chaîne du froid qui est mentionnée là est un gros consommateur de froid. Mais lorsqu'on n'a pas de froid dans la chaîne alimentaire, on augmente les pertes. Et les pertes alimentaires aujourd'hui dans le monde, si c'était un pays, ce serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Et cet impact environnemental des pertes alimentaires est à mettre en regard du coût environnemental du froid. Et ce n'est pas forcément celui qu'on croit qui gagne. Et on fait plus d'économies environnementales en mettant des machines frigorifiques dans la chaîne du froid qu'en n'en mettant pas. Donc, on a un vrai enjeu, c'est à la fois d'évaluer ça, et la F-Gaz va dans ce sens aussi en s'intéressant à l'enregistrement des différents éléments, à l'enregistrement des autres fluides, des fluides de substitution. Parce que nous avons besoin de connaître tout cela pour pouvoir l'analyser et faire les bons choix. L'augmentation du marché des fluides, même si on a des machines qui utilisent de moins en moins de fluides, on a une augmentation du marché des machines et donc nous devrions voir une augmentation des fluides en quantité. Néanmoins, on peut avoir une augmentation en quantité, comme on l'a vu, et avoir une forte baisse en GWP global de ces fluides, ne serait-ce que parce que certains d'entre eux ont un GWP nul ou très très faible. Donc, je pense personnellement que le marché continuera à se développer sur les machines frigorifiques, modulo les réguliers hausse et baisse qui alternent du fait des crises économiques, des guerres, des machins, mais c'est un marché qui va continuer à progresser. C'est un marché qui progresse relativement fortement par rapport à d'autres marchés d'équipement. Le monde est encore fortement sous-équipé en matériel de réfrigération, que ce soit la clim dans les pays chauds, que ce soit la réfrigération et la chaîne du froid dans les pays chauds en développement aussi. Donc, c'est un marché qui devrait se développer. Et nous continuons en tout cas, et nous développons cette activité d'études technico-économiques pour l'ensemble de nos clients pour éclairer, projeter et modéliser l'évolution de ces marchés. Je crois que nous avons terminé avec les questions que vous nous aviez posées. De rien, merci en tout cas pour votre participation. Merci pour votre présence à ce webinaire. Vous trouverez comme d'habitude l'enregistrement disponible sur notre site. Nous aurons aussi, nous mettrons en ligne aussi les réponses aux questions. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour la suite. Et je laisse sur cette conclusion Vincent vous donner les modalités à l'écran sur la valorisation de ces échanges avec nos adresses de contact, nos téléphones ou nos mails si vous voulez nous contacter, et puis les différents éléments que l'on a à votre disposition, les informations sur DataBilan, sur DataFluid et nos publications. Nous publierons un article sur ce sujet-là plus fouillé, vous trouverez tout ça. 2 annonces importantes. Nous avons le 19 avril un autre webinaire sur la certification des meubles de vente, le 12 mai sur l'inspection des installations classées frigorifiques et le 23 juin, une journée technique au Sémafroid qui, comme nous le réalisons tous les ans sur notre site, permettra à tous nos clients de se rencontrer avec des présentations, des ateliers. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, contactez Vincent d'ores et déjà. Et si vous avez des solutions que vous souhaitez exposer ou des présentations que vous souhaitez faire, vous êtes les bienvenus le 23 juin à Fresnes. Voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée en espérant avoir répondu à toutes vos questions et vos attentes. À très bientôt pour suivre les autres webinaires du Sémafroid.